bonjour à toutes et à tous. C'est avec un très grand plaisir que notre think tank Ressources aujourd'hui ouvre son quatrième webinaire de l'année. Et alors que l'actualité accapare toute notre attention sur les désordres guerriers qui surviennent depuis plus de 2 semaines maintenant dans notre vieille Europe, Ressources a choisi de donner un éclairage au Sud à quelques jours du prochain Forum mondial de l'eau à Dakar. Je voudrais vraiment remercier chaleureusement nos intervenants, messieurs Antil et Galland, qui ont accepté de nous consacrer un moment cet après-midi pour évoquer avec nous le thème que nous avons retenu, le Sahel bousculé, quels impacts sur les services essentiels. Alors, avant de vous présenter, messieurs, et de démarrer notre webinaire, je voudrais dire quelques mots de notre think tank, quelques mots d'introduction. C'est un think tank qui a été créé en 2004 et qui est avant tout une formidable aventure humaine qui rassemble des personnalités très diverses, des universitaires, des représentants d'ONG, des politiques, des dirigeants du secteur privé, du secteur de la santé plus récemment, de fonds d'investissement et même de fondations. Nous avons toutes et tous une profonde conviction qui est celle de l'importance première qui doit être accordée aux services essentiels et à leur accès comme une véritable source de développement humain. Notre objectif au sein de Ressources, c'est d'alerter, c'est de dialoguer, c'est de recommander, mais aussi bien sûr de faire savoir afin de mobiliser l'attention des décideurs et des médias sur ces problèmes d'accès à l'eau, d'accès à l'énergie, d'accès aux services de base dans les pays émergents afin de provoquer en fait des prises de conscience, des mobilisations et l'initiation d'actions concrètes. Alors, il est temps maintenant de présenter ceux qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Je vais commencer avec le docteur Alain Antil. Alain, vous êtes chercheur à l'IFRI, vous êtes directeur du Centre Afrique subsaharienne de cette organisation depuis maintenant pas mal d'années, depuis 2007, je crois. Vous êtes chercheur associé au laboratoire d'études du développement des régions arides et aussi à l'IRIS et collaborateur d'International Crisis Group. Alors, vous avez fait de très nombreuses publications, plus d'une centaine aujourd'hui. Vous participez bien sûr aux études de nombreux organismes. Je vais en citer quelques-uns quand même. L'OCDE, le ministère français de la Défense, bien évidemment. International Crisis Group, je l'ai cité, mais aussi la Banque mondiale. Voilà, vous avez un vrai domaine d'expertise très reconnu aujourd'hui sur les questions politiques et sociales, sur la sécurité et aussi les questions de trafic au Sahel, avec un point très particulier qui est votre connaissance très fine de la Mauritanie. Merci Alain d'être avec nous aujourd'hui. Alors, à vos côtés, Franck Galland. Franck Galland qui est un ami et qui est actuellement considéré comme l'un des meilleurs experts français sur les questions sécuritaires liées aux ressources en eau. Il a un parcours académique impressionnant et chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Il est auteur de très nombreux ouvrages, dont certains ont été encore publiés l'an dernier. Il est d'ailleurs aujourd'hui appelé à intervenir sur les questions, je dirais, ukrainiennes assez régulièrement. On le voit d'ailleurs de temps en temps sur les plateaux. Il a un parcours professionnel lié au secteur de l'eau. Il a été d'abord directeur des opérations au sein d'un grand cabinet spécialisé dans la gestion des risques environnementaux avant de rejoindre le groupe Suez, où il a exercé les fonctions de directeur de la sûreté et il a été le conseiller du président pour les affaires méditerranéennes. Il y a un peu plus maintenant, j'allais dire d'une dizaine d'années, Franck a décidé de passer la barrière et de devenir véritablement un entrepreneur. Il a créé ainsi sa firme Environmental Emergency and Security Services, qui est un cabinet d'ingénierie conseil qui est spécialisé dans la résilience urbaine et qui accompagne des autorités locales, des opérateurs d'infrastructures critiques, bien sûr, opérateurs aussi spécialisés dans les accidents industriels ou les actes de malveillance. Voilà. Dans ses fonctions précédentes, il a aussi réalisé de nombreuses évaluations et de publications sur les risques dans une quarantaine de pays. Et il est membre de Ressources avec nous depuis maintenant un certain temps. Alors, notre thème aujourd'hui, je voudrais l'aborder sous deux angles. Je vais vous donner à chacun d'entre vous, Alain et Franck, la possibilité pendant chacun une dizaine de minutes de pouvoir nous donner quel est votre éclairage, comment vous voulez aborder cette thématique aujourd'hui de l'impact sur les services essentiels au Sahel qui est profondément bousculé depuis maintenant plusieurs années et dont on voit bien d'ailleurs que l'avenir est de plus en plus incertain. Je vais peut-être commencer
avec vous, Alain, si vous pouviez nous donner quelques éclairages, comment vous avez voulu aborder cette thématique. Merci beaucoup, Patrice, pour cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est de donner quelques éléments sur la situation sécuritaire au Sahel. Si on compare 2012, c'est-à-dire le début de la crise malienne, avec aujourd'hui, en 2012, on a 2 foyers de violence dans la zone. C'est évidemment le nord du Mali et c'est les 3 États du nord-est du Nigeria avec le phénomène Boko Haram. Depuis lors, le phénomène s'est étendu au centre du Mali, au nord et à l'est du Burkina Faso, à l'ouest du Niger. Et aujourd'hui, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais le phénomène de violence s'étend à d'autres pays, comme le Bénin et la Côte d'Ivoire. J'ajoute un troisième espace qu'il faut avoir tous en tête, c'est ce qui est en train de se passer au nord-ouest du Nigeria. Alors, ça n'est pas du djihadisme pour l'instant, c'est du grand banditisme, mais pour la première fois l'an dernier, il y a eu plus de victimes de violences au nord-ouest du Nigeria qu'au nord-est, c'est-à-dire dans la zone d'action de Boko Haram. Alors, ça se manifeste comment? C'est l'extension géographique, je vous le disais, c'est une augmentation des attaques et des victimes progressives depuis 2015 et une augmentation des mouvements armés. Alors, il y a des mouvements armés salafis djihadistes, comme on le sait tous, mais il y a énormément de groupes armés qui ne sont pas djihadistes et un infini tissu de milices ou de groupes d'autodéfense. Il y a un flux de réfugiés déplacés internes qui est considérable. Si on inclut le nord du Nigeria dans l'équation, on est aux alentours de 4 millions de déplacés dans la zone, ce qui est terrible. Ce qui a un impact aussi sur, et ça on en parle moins ici, et c'est dommage, ce qui a un impact sur la sécurité alimentaire, parce qu'évidemment, il y a des zones qui sont agro-pastorales, qui sont complètement désorganisées. Alors, comment je vais aborder cette question de cet impact de la sécurité sur les services de base? Moi, je vais me focaliser un peu sur un domaine, sur l'éducation, parce que ça me paraît un éclairage intéressant sur cette thématique. Comme vous le savez, les salafis djihadistes n'arrêtent pas de fermer des écoles au Sahel. C'est plusieurs milliers d'écoles au Mali, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, un peu moins au Niger, qui sont fermées depuis des années, sous l'action des djihadistes. Alors pourquoi ces djihadistes ferment des écoles? Pour 2 raisons. D'une part, parce que tous les représentants de l'État sont considérés comme non pas forcément comme des ennemis, mais en tout cas comme des indicateurs. Et deuxièmement, et ça on le sait depuis l'émergence de Boko Haram, c'est qu'il y a une incompatibilité des djihadistes avec cet enseignement public qui est d'essence, je reprends leur terme, occidental. Hein, comme vous le savez tous, l'expression Boko Haram, ça vient de Bouk et de Haram, c'est-à-dire ce qui veut dire que l'éducation occidentale est illicite. Donc il faut avoir ça en tête. Cette situation des écoles me permet d'aborder cette question, de revenir sur ce service, car il est très complexe de dresser un bilan de l'évolution de l'éducation dans les pays du Sahel. Alors, comme on n'a que 8 minutes, je vais parler des 5 pays du G5 Sahel globalement. Il est évident qu'il y a des différences entre les pays, mais je vais être un peu global. Qu'est-ce qu'on peut dire comme évolution? D'une part, ces 5 pays ont été marqués, comme beaucoup d'autres en Afrique subsaharienne et voire en Amérique latine, par les plans d'ajustement structurel des années 80 et surtout 90. C'est-à-dire qu'ils étaient dans des niveaux d'endettement qui étaient devenus insupportables et le FMI et la Banque mondiale ont accouru à la demande des États, mais en contrepartie, ces États ont dû faire des économies, réduire le périmètre de l'État et le coût de fonctionnement de l'État. Ça a entraîné des difficultés sur un certain nombre de secteurs, de la santé, de l'éducation, du développement, et on le paye encore aujourd'hui.
Mais là où les choses sont moins simples qu'il n'y paraissent, c'est que la Banque mondiale s'est évidemment rendu compte que sacrifier l'éducation dans des pays en développement, c'était quand même un problème. Donc la Banque mondiale, parallèlement à cette demande, a aussi accompagné ces pays dans la massification de l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'écoles qui ont été implantées dans les 5 pays sahéliens. Il y a eu une floraison d'écoles. Euh, mais cette massification, on a un peu de recul maintenant, on peut dire que ça a été une massification largement ratée parce que le niveau d'enseignement n'a pas suivi. Je prendrai un exemple qui me fait toujours mal quand j'en parle, c'est le taux de réussite au baccalauréat en Mauritanie ne dépasse pas les 10%. Par exemple, ça vous donne une idée. Alors, ce n'est pas forcément représentatif des autres pays, mais ça vous donne une idée du niveau. Le système d'enseignement public, comme je le disais, c'est effondré sous la massification, parce que le public accueilli par ces écoles a considérablement évolué. Considérablement évolué, ce qui fait qu'à côté de cet effondrement d'une partie du système d'enseignement public, on a vu des floraisons d'initiatives privées. Alors parfois c'était des organisations de la société civile, c'était parfois des organisations confessionnelles, c'était aussi des individus ou des sociétés qui se lançaient dans ce très juteux secteur de l'éducation. Je dis toujours à mes interlocuteurs, c'est qu'il y a certains secteurs en Afrique subsaharienne où on peut faire beaucoup d'argent, c'est l'éducation, c'est la sécurisation des biens, et c'est aussi acheter des terrains à 20 ou 30 km des capitales. Mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Cette floraison d'initiatives, elle a eu plusieurs conséquences. C'est qu'on a eu, comme en Mauritanie, on a des lycées en Mauritanie qui préparent au bac français et pas au bac mauritanien. Donc, on a une floraison d'initiatives assez peu maîtrisée finalement. Et contrairement à ce qu'on croit, les écoles privées ne sont pas forcément réservées à la super élite. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a toujours le lycée français ou les quelques lycées d'excellence, dont certains lycées publics aussi, il faut le dire. Mais il y a aussi toute une gamme d'écoles pour les gens qui sont, je dirais, dans la classe moyenne urbaine et qui veulent simplement que leurs enfants évitent le système public. Alors, on a parce que cette augmentation de la population scolaire, elle provient d'un phénomène qu'on connaît, qui est un peu universel. On a une urbanisation de l'Afrique qui est très rapide. Cette urbanisation a un impact direct sur les ménages et sur la taille des ménages. C'est-à-dire qu'il y a une mutation sociologique très intéressante qui fait que, comme dans tous les autres pays qui ont connu ces phénomènes d'urbanisation, les ménages se rétrécissent, c'est-à-dire que les gens ont beaucoup moins d'enfants et investissent de plus en plus sur l'éducation des enfants, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Alors, le problème des systèmes éducatifs que l'on rencontre, c'est la massification est ratée parce que ces systèmes éducatifs ont eu de la peine à former des bons profs. C'est surtout ça qui fait défaut au Sahel. Il y a énormément d'écoles qui ont été construites, il y a des moyens qui ont été mis en place, mais les bons profs sont la denrée rare. Ensuite, il y a un deuxième problème que, évidemment, il y a eu des choses qui ont été faites en ce sens, c'est que alphabétiser des enfants dans la langue qui n'est pas celle qu'ils parlent tous les jours est toujours un problème. Alors, il y a énormément d'évolutions depuis 40 ans, mais ça reste un problème si on essaye d'alphabétiser en français des gens qui ne parlent pas le français à la maison. Et ça, c'est un obstacle qu'on ne souligne pas assez, c'est un élément de débat dans les systèmes éducatifs. Et je dirais que pour finir sur ce système éducatif, que le bilan, après 40 ans de massification, est paradoxal. C'est qu'on a beaucoup plus de gens formés, ça c'est une vérité. Il y a beaucoup d'enfants qui passent des années dans un système public peu performant et qui se retrouvent en passant 8 ans dans le système public avec une très faible finalement qualification.
Donc ça crée des générations enfin ça crée des frustrations très 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 fortes. Il y a aussi une augmentation de gens très très bien formés, parce qu'il y a ces gens qui ont échappé à l'enseignement public, qui sont allés dans de bonnes écoles privées, qui ont fait le supérieur dans des bonnes universités de la région ou en dehors de la région. Et ce qu'on observe au Sahel, et c'est ce qu'on voit un peu dans d'autres pays en développement, c'est qu'on a un marché du travail à deux vitesses qui se développe. C'est qu'il y a un marché assez dynamique pour les gens qui ont de bonnes formations, assez dynamique dans le sens où ça crée des emplois par rapport à des gens qui peuvent assez facilement changer d'emploi et donc être revendicatifs par rapport à leur salaire et à leurs conditions de travail. Ça, c'est un premier marché de l'emploi finalement assez petit. Et à côté de ça, il y a un marché de l'emploi pour les autres qui, lui, n'a pas du tout les mêmes caractéristiques parce que c'est pour des emplois plus qualifiés, souvent dans l'informel. Et là, je parle de marché de l'emploi urbain et qui stagnent. Parce que tous les ans, il y a un exode rural qui vient finalement tirer vers le bas les salaires. Ce qui fait qu'on a un décalage de plus en plus fort entre ces deux marchés, ce qui montre aussi que derrière, il y a des inégalités croissantes dans les pays sahéliens, qui sont très difficiles à gérer politiquement. Pour conclure, parce que je crois que j'ai déjà dépassé un petit peu et c'était juste des perches que je tendais, hein, j'ai aucunement la prétention d'être un spécialiste du système éducatif, mais c'était un éclairage qui permettait d'aborder ces questions des services. Finalement, on a 4 points de conclusion que j'aimerais. C'est des inégalités sociales croissantes au Sahel et qui sont de plus en plus difficiles à réguler. Ces inégalités sociales croissantes se conjuguent à des inégalités géographiques, socio-spatiales très très fortes. C'est-à-dire qu'on a un éloignement de plus en plus grand des espaces urbains, en particulier des grands centres urbains, qui reçoivent l'essentiel des investissements publics, il faut bien le dire, et qui s'éloignent de plus en plus de par leurs conditions de vie, de la dynamique du marché du travail, des aménités qui sont offertes, qui s'éloignent de plus en plus des autres centres urbains secondaires, voire des zones rurales, et en particulier des zones rurales périphériques, qui, elles, n'ont vu que très peu d'évolution. Hein, si on revient sur le système éducatif, dans les zones rurales, on a le système public avec beaucoup d'absentéisme, très très peu de moyens, et l'alternative, c'est l'enseignement religieux qui n'est qu'un pis-aller en fait. Les deux derniers points que je voulais, pour boucler la boucle avec l'insécurité, c'est que l'insécurité que l'on voit au Sahel renforce le phénomène d'éloignement des zones rurales, puisque les zones rurales sont aussi les plus touchées. Alors, ce n'est pas toutes les zones rurales du Sahel qui sont touchées, mais c'est là où les services de sécurité sont les moins denses, par définition, parce que c'est des espaces considérables. Et malgré une augmentation assez importante des budgets depuis que les pays du Sahel avaient réussi finalement à gérer la question de la dette avec la Banque mondiale et le FMI, il y avait eu une augmentation des budgets de l'éducation, mais qui n'a pas réussi à suivre l'explosion démographique. C'est-à-dire, si on raisonne simplement en termes de budget, on voit qu'il y a une amélioration, mais si on raisonne en budget alloué par élève, on est dans une stagnation au mieux, au pire, dans une régression dans certains pays. Donc, il faut attirer aussi la chose sur ça. Et ça vient se renforcer ces 10 dernières années à l'insécurité et au fait que, évidemment, les budgets de sécurité augmentent considérablement au détriment d'autres budgets. Donc, voilà un petit peu comment moi, je présenterai les choses, en ayant conscience, évidemment, que je n'ai fait que évoquer quelques idées éparses. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Alain. On va maintenant passer la parole à Franck pour qu'il nous donne son propre éclairage sur cette thématique. Franck. Merci Patrice. Merci à Alain de cet exposé particulièrement riche que je découvre notamment sur effectivement ce sujet fondamental qui est celui de l'éducation de la jeunesse
de la jeunesse de ces pays du G5 Sahel. Alors, dans quelques mois, en janvier 2023, nous fêterons les 10 ans en fait, de l'opération Serval, puisque en janvier 2013 est décidée cette opération aéroterrestre d'envergure qui fut un succès opérationnel reconnu sur le terrain, puisque depuis Suez en 1956, il n'y avait pas eu d'opération aéroportée de ce type, de progression aéroterrestre de ce type. Le but, rappelons-le, était d'éviter que Bamako ne tombe dans les mains de mouvements djihadistes lancés à pleine allure à bord de leur pick-up. 5 ans après, Serval a donné lieu à l'opération Barkhane, particulièrement décriée ces derniers mois, avec une décision prise par le président de la République de repositionner Barkhane sur un état pivot, un pivotal state, comme aurait pu l'écrire Paul Kennedy, qui est l'État du Niger. Et donc la question que je me pose sur ces 10 années, c'est au fond de se dire, est-ce que nous avons réussi collectivement, est-ce que la communauté internationale a réussi à développer 3 piliers, un pilier de politique, et la réponse malheureusement c'est non, puisque on a encore une corruption qui est endémique, on a des problèmes de gouvernance éminemment importants, des coups d'État qui ont eu lieu. Je ne suis pas expert dans ces sujets de politique intérieure, mais mon opinion en tant que citoyen, en tant qu'académique, en tant que chef d'entreprise, c'est que sur cette zone, la stabilité aujourd'hui politique, malheureusement, est un épisode à construire, à reconstruire. Est-ce qu'on a gagné le pilier de la sécurité ? Malheureusement, comme a pu le dire Alain, de mouvements sur le nord du Mali, sur le nord-est du Nigeria, eh bien aujourd'hui, on a une contagion généralisée sous forme de métastases, avec des communautés villageoises livrées elles-mêmes, puisqu'on a la capacité des États censés les protéger à mobiliser des forces qui payent un lourd tribut, rappelons-le. Les combats sont violents, des troupes du Niger, des troupes du Burkina, des troupes du Mali quotidiennement sont blessées au feu ou meurent après d'âpres combats, sans compter bien évidemment nos propres forces. Et il faut rendre un hommage appuyé à ces Français morts pour la France, bien au-delà de la mer, et aussi aux forces de la MINUSMA. Donc, dans ce contexte, ce pilier sécuritaire, effectivement, il est aussi à repenser, reconstruire. Je n'ai pas foncièrement d'opinion à vous donner sur le sujet. Je ne suis pas un stratège militaire, même si j'ai quelques notions de base sur le sujet. Mais tout passera à nouveau par le renseignement, tout passera par l'action coordonnée, grâce notamment à l'efficacité de nos forces spéciales. Tout doit reposer dans la formation et dans un principe de subsidiarité où on laisse aux troupes locales le soin, effectivement, d'intervenir et de réduire, pour gagner la paix, des zones entières qui sont aujourd'hui soumises à l'instabilité. Mais vous savez, le général de Villiers, quand il était encore chef d'état-major des armées, disait que le but d'une guerre, c'est de gagner la paix. Mais gagner la paix est plus souvent la partie la plus difficile. Et il avait bien raison, à l'évidence, reprenant en cela les paroles de ces grands anciens. Je pense au général devenu maréchal Lyotet, par exemple, au Maroc, à Gallieni, au Tonkin, et j'y reviendrai sur la suite de mon exposé. Et de ce point de vue-là, pour gagner la paix, il fallait implémenter un 3e pilier économique. Et là, je vais faire preuve sans doute de plus d'optimisme, parce que je pense qu'on aurait sans doute pu mieux faire, et l'une des critiques qu'on peut apporter aujourd'hui sur une opération type Barkhane, c'est d'avoir été en fait dans l'incapacité, y compris pour des raisons sécuritaires, à développer ce pilier de stabilité économique, et notamment le développement de services essentiels à la vie que sont l'électricité, que sont l'eau. Rappelons par exemple les écrits d'une chercheuse, Mona El-Kodi, chercheuse égyptienne, qui disait lors du Forum mondial de l'eau de Kyoto
Donc Kyoto était juste avant le Forum mondial de l'eau d'Istanbul. Donc on est, si ma mémoire est exacte, mais Patrice va sans doute me corriger, ça doit être 2006. Et elle disait qu'en gros, le manque d'infrastructures essentielles à la vie favorise le terrorisme, favorise la délinquance dans les quartiers. Et donc un certain nombre de groupes qui ont d'autres objectifs en fait que d'asseoir leur pouvoir par le chaos qu'ils provoquent et l'instabilité politique, sociale, sécuritaire, eh bien, ont aucun intérêt à développer des infrastructures essentielles à la vie des populations ou de clients sensibles, comme on l'appelle dans le domaine de l'eau, pour raisons sanitaires, que sont par exemple les hôpitaux. Et tout l'enjeu d'une opération comme Barkhane était de développer ces aspects civilo-militaires sur le modèle de ce qu'ont fait nos grands anciens. Vous savez, Lyotet, sur la pacification du Maroc, et je reviens à lui, disait il vaut mieux un chantier qu'un bataillon. Pour gagner les cœurs et les âmes, il était fidèle en cela à la politique de la tache d'huile. Vous savez, ce n'était pas foncièrement étonnant de la part d'un fils d'ingénieur des ponts et chaussées, qui, en arrivant au Maroc, a fait venir très tôt à ses côtés des ingénieurs du génie rural des eaux et des forêts. Je pense à Paul Boudy, qui a créé le corps forestier du Royaume du Maroc en 1912 et qui est resté en place jusqu'en 1940. Lyotet a créé les officiers des affaires indigènes de 1967 en 1913, en 1940, ils sont 600, ils parlent berbère, ils parlent arabe, ils ont des notions de droit coutumier, ils ont des notions d'hydraulique agricole, de développement forestier, d'agronomie, de développement économique, mais ils étaient avant tout officiers. Et donc, de ce point de vue-là, je crois que malheureusement, on a oublié cet héritage qui était le nôtre et on aurait dû, je pense, mais encore une fois, il est plus facile d'écrire l'histoire après coup, en tout cas faire en sorte de développer ce pilier économique de manière plus structurée. Alors maintenant, je vous disais tout à l'heure que les choses dans ce domaine, à mon sens, sont loin d'être terminées. Et avec le volet Barkhane qui reste au Niger, on doit pouvoir faire de ce pays, comme de la Mauritanie du reste, des pôles de stabilité dans un environnement du G5 de plus en plus compliqué. Rappelons que l'objectif du G5 Sahel, quand cette coordination sécurité et développement du G5 Sahel a été créée en février 2014, c'était de garantir des conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres, c'était de promouvoir un développement régional inclusif et durable, c'était d'allier le développement et la sécurité. Avec un autre objectif, c'était d'offrir un cadre stratégique d'intervention permettant d'améliorer les conditions de vie des populations. Vous voyez que le développement était au cœur de ces 4 points cardinaux du G5 Sahel. Et donc, pour pouvoir effectivement le mettre en œuvre, c'est tout faire pour que, depuis le Niger, nous puissions développer, encore une fois, fidèle à Lyotet, cette politique de la tache d'huile. Il faut sans doute se donner les moyens, de nouveaux moyens pour le faire. S'appuyer sur la Mauritanie, qui est aujourd'hui un pôle de stabilité indéniable, qui développe d'ailleurs dans le domaine des infrastructures hydrauliques une stratégie nationale tout à fait intéressante. Un pays comme le Sénégal, du reste, qui va bénéficier de l'extraordinaire champ gazier qui a été trouvé au large des côtes mauritano-sénégalaises et qui va révolutionner dans les 20 ans qui viennent les économies de ces deux pays. Et puis, utiliser, comme l'a dit Alain, cette jeunesse formée et d'aller à l'encontre de ce que veulent faire les groupes djihadistes, à savoir fermer les écoles et faire en sorte que le développement économique ne puisse se faire. Ou que ça soit un développement économique pas du tout inclusif, un développement économique de groupes organisés, voire de groupes mafieux, puisque là où il n'y a pas d'infrastructure hydraulique partagée, qu'est-ce qu'on trouve généralement, et c'est valable dans n'importe quel pays du monde? On va retrouver une mafia du groupe électrogène, une mafia du fuel, on va retrouver une mafia du trafic d'eau, c'est-à-dire qu'on va extraire de l'eau depuis des puits privés, voire on va siphonner des conduites publiques et on va revendre cette eau excessivement chère par le transport de camions citernes ou par de l'embouteillage. Et donc, il faut rompre avec ce cercle destructeur pour offrir aux populations et aux forces économiques de l'électricité et de l'eau en qualité, en quantité. Et il est intéressant de voir de ce point de vue l'expérience du Niger.
encore une fois, j'y reviens, ce pays aujourd'hui a la chance d'avoir une société de patrimoine qui développe des infrastructures, développe des puits à sa mesure, à sa manière, à son rythme. Mais dès qu'une nouvelle infrastructure est développée, eh bien, vous avez une société d'exploitation. La société d'exploitation est au Niger, que Patrice connaît bien, puisque c'est aujourd'hui le groupe Veolia, effectivement, qui l'exploite, qui la dirige. Et dès que ces infrastructures sont développées par la société de patrimoine, eh bien, vous avez un exploitant qui sait faire, qui sait mettre des techniciens, des ingénieurs pour opérer avec science et conscience les infrastructures développées. Donc, il faut tout faire pour que ce binôme société de patrimoine, société d'exploitation privée ou éventuellement en régie publique, en tout cas des opérateurs efficients puissent continuer à développer de l'infrastructure essentielle à la vie des populations. Moi, je suis éminemment favorable à ce que des fonds de développement d'infrastructures rurales puissent se mettre en place, des fonds de dotation pour pouvoir effectivement créer ces puits, puisque la ressource aujourd'hui, on la connaît très peu en fait, la ressource hydraulique dans cette zone du G5 Sahel. Donc, il faut absolument favoriser la reconnaissance hydrogéologique. De l'eau, il y en a, à très grande profondeur, certes, dans certains endroits, mais à 400, 500 mètres, à d'autres endroits, peut-être un peu moins. On le voit, hein, d'ailleurs, les forces Barkhane, et on peut tirer vraiment un coup de chapeau à ces officiers de réserve qui, aujourd'hui, permettent à aux forces, de creuser des puits. Il faut savoir que ce sont des réservistes, et j'en sais quelque chose, qui font cette reconnaissance hydrogéologique, font cette supervision de travaux de forage et font cette maintenance des ouvrages de forage au profit des forces armées. Eh bien, la même chose doit pouvoir se faire avec les génies militaires, les unités de génie militaire de ces pays du G5 Sahel. Vous savez, on peut apprendre aux gens à combattre, à devenir des forces spéciales, c'est très bien, il faut continuer de le faire, mais on doit aussi penser à la capacité de développement logistique, à la capacité de développement de projets d'hydraulique agricole, et il serait très très bon que du savoir-faire puisse être transféré vers ces unités de génie militaire pour les apprendre à mieux forer, par exemple, à mieux reconnaître une ressource souterraine, parce que je pense que ces pays du G5 en ont la volonté, reste à mettre en place les formations dédiées qui vont bien, parce que le métier de foreur est un métier de haute précision. On le compare souvent à un métier de pilote de Formule 1. Ce n'est pas parce que vous avez une Formule 1 que vous savez la conduire. Il faut pour ça une route carrossable, il faut un circuit. C'est la même chose en matière de forage. Ensuite, vous parliez de formation, Alain, tout à l'heure. Former des têtes bien faites, c'est important, mais former des gens qui ont la tête et les jambes dans ces pays du G5 Sahel, c'est essentiel. Et dans ce domaine, former des techniciens et des ingénieurs de l'eau, de l'électricité, parce que sans électricité, on ne fait rien. Sans électricité, derrière, on ne fait pas du service essentiel à la vie comme l'eau, l'assainissement ou les télécoms. Et sans eau, assainissement, sans télécom, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de développement économique. Donc la priorité est de former ces techniciens de maintenance qui vont permettre aux infrastructures existantes de continuer d'exister, qui vont permettre aux nouvelles infrastructures, si tant est qu'on veuille bien les construire, de continuer à fonctionner dans les années à venir. Et je terminerai mon propos par un sujet qui est cher à Patrice, puisqu'on a déjà parlé ensemble dans le cadre notamment d'une prise de position qu'il y a eu à l'UNESCO il y a quelques semaines, c'est la capacité à financer la maintenance. Parce qu'aujourd'hui, financer de l'infra, on peut le faire. Et on voit des situations ubuesques où, alors je pense notamment à l'Ouganda, un projet visiblement financé par des bailleurs de fonds, dont l'AFD, où on a effectivement une station qui ne peut être raccordée, une station de production d'eau potable, parce que derrière, la pression est beaucoup trop importante sur le réseau de distribution. Et malheureusement, ce qui a été financé, ce qui est prêt à l'emploi, ne peut être utilisé en matière de distribution d'eau potable. Mais on a vu les mêmes hérésies à Tripoli, au Nord-Liban, où vous avez une station de traitement d'eau usée qui n'ont jamais été raccordées au réseau de collecte et transport d'eau usée. Donc ça, bien évidemment, il faut de nouvelles infrastructures. Mais il faut surtout pouvoir former, et je reviens à la formation des techniciens et des ingénieurs de maintenance, et permettre cette maintenance préventive, cette maintenance curative. Parce que même si les ouvrages sont raccordés, va se poser la question inexorable
de leur continuité d'activité, leur continuité de service. Voilà, j'ai été sans doute un peu trop long, je répondrai bien évidemment à toutes les questions que nos auditeurs pourront avoir, et puis on va continuer l'échange avec Alain pour essayer d'enrichir nos propos respectifs. Merci, merci beaucoup Franck. Je voudrais faire une petite précision puisque nous avions eu la chance il y a maintenant quelques semaines d'avoir le ministre de l'Hydraulique mauritanien en webinaire que j'avais interrogé en fait sur le développement de sa politique et vraiment pour illustrer ce que vous venez de dire Franck, c'est effectivement par exemple pour eux un très grand programme qu'ils font financer d'ailleurs par des industriels américains d'identification des nappes profondes par voie satellitaire. Donc, ils ont pris les grands moyens, à la fois sur, je dirais, l'organisation et l'identification de leurs ressources, mais aussi vraiment une carto extrêmement détaillée. Le programme a démarré, donc ça n'est pas uniquement de la pure prospective, c'est réel, et on voit que lorsque la volonté politique en réalité trouve un écho auprès des bailleurs ou auprès des industriels, il y a des choses qui peuvent être faites en matière d'identification des ressources. Précision que je voulais apporter. Une chose, vous posez quelques questions à l'un et l'autre avant effectivement de prendre des questions des participants, que je vous demande d'ailleurs pour ceux qui sont là de bien vouloir d'ores et déjà poser. Vous avez je dirais le petit Q&A en bas pour pouvoir poser les questions que dans quelques minutes, je poserai à nos intervenants. J'en ai une quand même Alain Antil, sur les questions de pyramide d'âge. Lorsqu'on a en fait préparé notre webinaire, vous m'avez cité cette question des problèmes d'une société étant liée à la pyramide des âges et vous avez donc commencé à l'illustrer par les questions liées à l'éducation, mais est-ce que vous pourriez être un peu plus précis et éventuellement illustrer votre propos d'exemple concret de ce que vous avez pu identifier en tant que chercheur? Oui, on le sait tous, en Afrique subsaharienne, on a une démographie assez vigoureuse. Si on regarde la pyramide des âges aujourd'hui en Afrique subsaharienne, on va se concentrer sur le Sahel. Au Sahel, on a un âge médian de 16 ans. C'est-à-dire la moitié de la population a moins de 16 ans et la moitié de la population a plus de 16 ans. Dans les pays d'Europe occidentale, cet âge médian est entre 40 et 45 ans. Ces deux types de sociétés n'ont évidemment pas les mêmes problèmes. Pour les sociétés sahéliennes, c'est évidemment, il faut préparer la population active augmente très très rapidement puisqu'on a des classes d'âge qui cessent d'être actifs, qui sont très très réduites finalement, à côté de classes d'âge entrantes sur le marché du travail qui sont très nombreuses. Je disais l'âge médian est de 16 ans, ça veut dire qu'en gros, les 2/3 de la population, voire les 3/4, a moins de 35 ans. Ça veut dire qu'en termes d'éducation, c'est une population qui augmente très, très, très rapidement. Et c'est évidemment sur l'éducation qu'il faut miser pour que ces pays espèrent s'inscrire dans une trajectoire disons, d'émergence. Pour rappel, je me rappelle ces dernières années, à chaque fois qu'il y avait des webinaires ou des conférences sur l'Afrique, on disait « et le dividende démographique ». On était encore il y a 2-3 ans dans l'afro-optimiste et tout ça. Mais quand on regarde un petit peu, ce concept a été forgé à partir plutôt d'expériences asiatiques qui montraient effectivement qu'une augmentation de la population pouvait conduire à une augmentation du PIB assez substantielle, mais on oublie toujours les conditions. C'est-à-dire qu'il fallait une maîtrise de la démographie, il fallait investir très très fortement sur sur les élèves en éducation. Ça veut dire augmenter non pas simplement le budget, mais le budget par tête, et j'insiste bien, le budget par tête, et que cette nouvelle population active, quand elle arrive sur le marché du travail, ces classes d'âge, elle rencontre un marché de l'emploi dynamique qui lui offre des emplois de bonne qualité.
Sur la transition démographique en cours, on sait tous qu'il y a une diminution de l'indice synthétique de fécondité. Il est moins rapide dans certains pays que dans d'autres. On est aux alentours de 4,5% pour l'ensemble du continent. Dans les pays sahéliens, alors il y a des variantes, mais ça va de 5 à 7 et quelques. Donc, on est plutôt en retard sur le reste du continent. Mais on n'aura pas de dividende démographique pour le Sahel. Et le Sahel, malgré tous les efforts que j'ai décrits, est en train de décrocher, même vis-à-vis du reste de l'Afrique. Donc, on n'est pas du tout sur des trajectoires. Et ce que je disais, dans l'échange l'autre jour, c'est que je ne sais plus si je le disais d'ailleurs, mais en tout cas, malheureusement, on peut lire l'avenir de pays à travers l'état de son éducation à un temps T. On peut voir une génération en avance, mais malheureusement, malgré les points positifs que j'ai énumérés, il y a des classes d'âge entières qui sont sacrifiées, qui vont passer 7-8 ans dans les écoles avec très peu de bénéfices, si vous voulez. Alors, je suis désolé d'être un peu rabat-joie, mais il ne faut pas se voiler la face, et ça a un impact évidemment sur les questions de sécurité après, parce qu'on a quand même beaucoup de désespérance. Et vous êtes en train quand même d'indiquer qu'il y a évidemment sur le continent africain, non pas une Afrique, mais des Afriques, et que ce dont vous parlez là, c'est vraiment aujourd'hui très, très spécifique au Sahel, même si on prend par exemple l'exemple du Maroc, on a cette fameuse notion de ce qu'on appelle les diplômés chômeurs, qui ont donné lieu à tant de manifestations, parfois extrêmement violentes, dans le nord du Maroc. Il y a encore quelques temps récents. Les diplômés chômeurs au Maroc, et malgré tout, c'est vrai qu'ils sont nombreux et que l'État, mais il y a quand même des efforts immenses du Maroc pour les intégrer. Parfois d'ailleurs en créant des postes dans les administrations un peu pas forcément très, très utiles, mais en tout cas, il y a eu cet effort d'intégrer, mais les moyens du Maroc sont incomparables avec ceux des pays sahéliens, malheureusement. Alors, je voulais rebondir sur la question quand même liée aux impacts sur les services essentiels, Franck. Là, c'est vraiment des questions de sécurité. Comment est-ce que vous entrevoyez, puisque vous observez évidemment l'évolution depuis maintenant de nombreuses années de ces questions sécuritaires, comment est-ce que vous observez la dégradation sécuritaire dans un futur relativement proche au Sahel, et qu'est-ce que vous voyez comme type d'implication sur les services essentiels? Alors, il est intéressant en fait de mettre en valeur une initiative qui n'a pas été couronnée de succès, mais qui mérite véritablement d'être encouragée. C'est celle du 13 décembre dernier, où le Niger et l'Irlande ont porté au Conseil de sécurité des Nations Unies une initiative commune qui a été soutenue quand même par 113 États membres des Nations Unies sur le changement climatique comme facteur d'instabilité. Puisque le sujet, on y revient, est un sujet aujourd'hui d'un triptyque eau, sécurité et environnement. Quand je dis environnement, je pense au sens large aux conséquences du changement climatique. Il est intéressant que cette initiative vienne du Niger. Pourquoi? Parce que l'Observatoire Défense et Climat, qui a été lancé par le ministère des Armées il y a quelques années, prédit qu'au Niger, en 2050, on estime une hausse des températures de 2,5 degrés Celsius et une réduction de 20% de la saison des pluies. Malheureusement, une explosion de la demande en eau d'une ville comme Niamey, Patrice, que tu connais bien. Et dans cet ensemble du G5 Sahel, aujourd'hui, environ 150 millions d'habitants y résident. Cette population, comme l'a très bien souligné Alain, est amenée à croître très très fortement. Elle doublera dans les 20 prochaines années. Et le problème de cette population, c'est que depuis le début des années 2000, à cause du changement climatique, à cause d'une absence de gouvernance, de planification stratégique, d'investissement sur les infrastructures en eau,
eh bien, cette population a vu diminuer sa ressource disponible de 40%. Donc là, on arrive à une croisée des chemins et malheureusement, le Sahel, avec la voix du Niger, aurait voulu faire reconnaître le facteur d'instabilité, de dégradation sécuritaire ni du changement climatique. Eh bien, un pays qui fait énormément et trop énormément parler de lui en ce moment, c'est la Russie. La Russie a voté contre, a mis son veto au Conseil de sécurité, il faut le savoir. L'Inde a voté contre. Alors l'Inde a voté contre parce que, préférant cela, ne pas monter le sujet de la dégradation climatique au Conseil de sécurité, mais plutôt le raccrocher aux conventions des Nations Unies existantes sur le changement climatique. Intéressant aussi de noter que la Chine, effectivement, s'est abstenue lors de ce vote. En tout cas, on n'a pas permis de mettre la problématique des conséquences de l'augmentation des températures, de la raréfaction des ressources en eau à l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies, et c'est bien dommage. Donc, pour répondre à ta question, Patrice, je pense que le sujet, il est là, c'est que quand on sait que dans cette zone du monde, je reviens toujours à Lyotet sur le Maroc, excusez-moi de rendre hommage à ce grand monsieur, mais au Maroc, il disait gouverner, c'est pleuvoir. Gouverner, c'est pleuvoir. Il disait gouverner, c'est pleuvoir. C'est exactement la même chose aujourd'hui sur les pays du G5. Comment voulez-vous offrir une stabilité, un développement sur ce troisième pilier, qui est le pilier de l'économie? On pourrait reparler du pilier de la politique, on pourrait reparler du pilier de la sécurité, s'il n'y a pas d'eau. Ou si, à l'inverse, on a des saisons très rapprochées, de très très fortes pluviométries que ne peuvent, entre guillemets, absorber les sols, avec des problématiques d'ailleurs d'inondation qui se posent de plus en plus sur un certain nombre de très grandes villes de pays du G5 Sahel, avec des morts à la clé et des désastres annoncés. Et quand vous savez aujourd'hui que l'eau utilisée pour l'agriculture dans ces pays du G5 est issue à 98% de la pluie, vous allez m'expliquer comment on arrive effectivement à stabiliser une zone qui est confrontée à une explosion démographique. Ça me rappelle étrangement ce qui se passe autour de la problématique du Nil aujourd'hui, parce que la communauté internationale, à juste titre, est focalisée sur la guerre de haute intensité qui sévit en Ukraine, suite à l'invasion de l'Ukraine par les forces russes. Mais pendant ce temps-là, au Caire, on proteste avec la plus grande véhémence de l'inauguration officielle de la première turbine du barrage Renaissance en territoire éthiopien, 375 MW sur les 5000 MW prévus, qui a eu lieu il y a quelques jours en catimini, alors que la communauté internationale est focalisée sur, encore une fois, ce conflit de haute intensité. Pourquoi le Caire proteste? Parce que le Caire est confronté à une explosion démographique. Le président Sisi doit gérer une problématique où on retrouve d'ailleurs ce qu'il y a dans le G5 Sahel, c'est-à-dire 65% de la population à moins de 35 ans. Vous avez des taux de fécondité par femme en âge d'en avoir de 4,8 et une population qui est amenée, en 90, la population égyptienne, c'est 67 millions de personnes. Lors de la première phase de confinement, ils ont dépassé les 100 millions de personnes, ils seront 100 millions de personnes à 2030. 2030, c'est dans 8 ans. Donc là, une raréfaction de la ressource sur fond de changement climatique, une baisse du débit du Nil en entrée du territoire, voilà les conditions d'une excessivement forte instabilité. Toute proportion gardée, on retrouve cette bombe à retardement qui est la bombe climatique, qui est la bombe de la rareté et du manque de ressources, du manque d'infrastructures, parce que pas financées, parce que pas planifiées, parce que on n'a pas donné la priorité stratégique en matière de stabilité et de développement à l'eau. Et donc, on est, à juste titre, je pense, on a raison d'être inquiet. Maintenant, il faut regarder le verre à moitié plein. Beaucoup de choses restent à faire. Et pourvu qu'un peu de sécurité soit apportée pour que, justement, des projets puissent se développer. Alors, c'est vrai, Franck, on disait il y a quelques années que le Forum mondial de l'eau, c'était le forum des solutions, et celui de Dakar qui est annoncé là dans quelques jours maintenant, on dit que c'est celui des actions, ce qui est assez heureux de pouvoir passer de la solution à l'action.
on va en attendre les résultats d'une manière très concrète, comme vous l'imaginez bien. Alain voulait réagir en fait à certains de vos propos. Je vais lui repasser la parole. Alain. Oui, c'était pour illustrer aussi le croisement entre l'évolution des ressources et des questions de sécurité. En fait, derrière les conflits au Sahel que l'on a, évidemment, je ne les résumerai pas à ça, mais c'est une composante, disons, des dynamiques conflictuelles, pardon. C'est la compétition de plus en plus âpre des populations pour l'accès aux ressources naturelles, c'est-à-dire aux terres arables et aux ressources en eau. Parce que, évidemment, quand on fait des calculs de densité sur les pays sahéliens, les densités sont très faibles, on est bien d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire faire des calculs de densité sur un pays comme le Mali, qui est à moitié désertique? Ça n'a aucun sens. Il faut faire des calculs de densité sur les zones, sur les surfaces agricoles utiles. Et là, il y a des études qui nous montrent qu'il y a une densification très, très rapide de certains terroirs, qui amènent des compétitions, comme je le disais, de plus en plus difficiles sur l'accès à telle ressource et telle ressource, qui amènent des conflits de type foncier, par exemple, qui sont assez mal régulés par les appareils de justice de niveau étatique, comme par les appareils, disons, les ordres judiciaires, je dirais, locaux et traditionnels. Et ça, c'est une dynamique très, très forte. Et d'ailleurs, on ne le souligne jamais assez, mais c'est une des manières pour les groupes armés djihadistes de se faire accepter par la population, c'est d'installer un nouveau système judiciaire, et qui est reconnu, finalement, on a quand même des études là-dessus, finalement, qui est reconnu comme moins corrompu et beaucoup plus lisible par les populations locales. Alors, je ne dis pas que toutes les populations locales du Sahel sont en train d'appeler les djihadistes à venir réguler les questions foncières chez elles, ça n'est pas du tout le cas, mais ce n'est pas l'image qu'on peut en avoir à Bamako ou à Paris. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a une progression dans certaines zones et les djihadistes peuvent offrir aujourd'hui deux choses à certaines populations qui vivent sous leur coupe: de la sécurité, et ça peut paraître là aussi paradoxal, mais de la sécurité quand il n'y a plus de forces étatiques qui sont dans la zone et qui pullulent, les groupes armés pullulent. Une communauté qui n'est pas soutenue par un groupe armé est une communauté vulnérable. Et les salafis djihadistes sont un groupe armé, sur ce point-là en tout cas, comme les autres. Donc ils apportent de la sécurité et ils peuvent apporter aussi des systèmes de justice. Donc voilà un petit peu comment se croisent les questions de violence, et ça c'est un moteur de conflictualité qu'on retrouve évidemment au Sahel, mais dans beaucoup d'endroits en Afrique, qui va se manifester non pas simplement par la concurrence entre les éleveurs et les paysans, ça n'est qu'une des parties, mais ça peut être entre deux villages sur des terres qu'on utilise quand il y a de la pluie, ce qui n'est pas tous les ans. Ils vont dire non, c'est nos terres, d'autres qui disent non, c'est nos terres, et il n'y a pas de système qui va, de manière satisfaisante, dire on va répartir comme ça, on va faire un acte de justice qui va être accepté par tout le monde. Donc c'est ça, c'est cette difficulté des instances étatiques et des instances locales, souvent, à dire le droit, qui amène finalement une régulation par la violence de ces questions. Voilà, c'était juste une petite illustration, mais je pense qu'on était un peu au cœur du sujet. Non, évidemment, très, très intéressant. Je voulais vous poser une question, parce on arrive un petit peu maintenant au moment en fait, de nos participants. Donc, j'invite à continuer évidemment à alimenter le QNR de façon à ce que je puisse retransmettre vos questions, mesdames et messieurs les participants, à nos intervenants. J'ai une première question sur les perspectives de stabilisation des zones, parce que c'est vrai que la description qui a été faite jusqu'à présent est une description qui est assez pragmatique, mais qui est quand même assez sombre. Est-ce que vous avez, ou l'un ou l'autre d'ailleurs, des perspectives de stabilisation sur ces zones? Est-ce qu'il y a des initiatives locales, ou bien qu'ils soient nationales, qui puissent être mises en avant dans certains pays pour faire face à ces crises, qui sont des crises profondes et des crises durables?
Oui, bah, il y a un trop-plein d'initiatives. C'est ça le problème au Sahel, comme Ah, dans le reste de l'Afrique, c'est qu'il y a une surinstitutionnalisation. Si on prend simplement aujourd'hui qui intervient sur les questions de sécurité au Sahel, hormis les armées nationales, évidemment, le G5 avec sa force conjointe, vous avez l'ONU, vous avez la France, vous avez des pays européens, vous avez la CEDEAO d'une certaine manière. Il y a un trop plein d'initiatives finalement qui se paralysent les unes les autres. Donc il y a un est-ce à dire, besoin de. Alain, est-ce à dire, Alain, qu'il y aurait un défaut ou en tout cas une carence de coordination entre ces différentes actions qui sont emmenées sur le Ah terrain? bah, oui, elle se marche sur les pieds allègrement. Hmm. Par exemple, quand vous savez qu'au sein du G5 Sahel, on est en train de créer une plateforme d'échange de renseignements. Je parle de renseignements au sens militaire et services de renseignement, et que c'est aussi une initiative de la CEDEAO. Alors vous allez me dire, la Mauritanie et le Tchad ne font pas partie de la CEDEAO et font partie du G5 Sahel, ça n'a échappé à personne, mais c'est complètement stupide. Le Tchad aurait pu coopérer avec une initiative de la CEDEAO et la Mauritanie aussi. Euh, vous voyez, ça part un peu dans tous les sens. On a une profusion d'acteurs et ça peut s'énoncer au niveau de la sécurité, mais aussi au niveau des médiations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui font de la médiation. Il y a des organisations européennes, il y a des organisations locales, il y a parfois des initiatives au niveau étatique, et sans grande coordination, des fois qui se court-circuitent les unes les autres. Donc il y a un grand besoin de rationalisation, il y a un trop-plein d'initiatives qui se court-circuitent. Je terminerai, désolé d'être un peu long, sur Non, je vous en prie. pour rebondir sur ce que disait Franck dans sa présentation, et il a eu raison d'insister parce que souvent le G5 à l'extérieur, les gens ne comprennent pas ce que c'est. Mais en fait, c'est une organisation de développement, comme l'a dit Franck. Avec la spécificité, c'est qu'ils ont un bras armé. Et l'autre spécificité, c'est qu'ils ciblent dans leur logique de développement et de sécurisation les espaces frontaliers. Disons, c'est les grosses caractéristiques. Hmm. Euh, mais voilà, une organisation de développement, alors qu'il y a déjà la CEDEAO, il y a déjà la CEDEAO a vu l'émergence du G5 Sahel, en tout cas sur sa partie développement, comme une émergence d'une concurrence qui pouvait drainer certains flux d'aide. Donc, je vous laisse terminer mon idée. Je vais passer. Alors, même question, Franck. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ah, moi, j'aurais plutôt tendance à dire favorisons aujourd'hui des pôles de stabilité. Ces pôles de stabilité, ils existent en Mauritanie, au Niger. Et il faut tout faire pour que ces pays deviennent un peu des Suisses au milieu d'environnements compliqués et dévastés. Quand on voit l'importance qu'a prise la Jordanie depuis une trentaine d'années dans un environnement éminemment compliqué, où vous avez l'Irak, la Syrie, Palestine, État palestinien tout autour. Il faut savoir qu'Amman est sans doute la ville au monde où il y a le plus de réfugiés, mais c'est une ville stable, jusqu'à preuve du contraire. C'est une ville qui a su développer ses infrastructures pour accueillir justement cette intelligentsia régionale qui, malgré tout ce qui se passe dans leur pays d'origine, essaye tant bien que mal de s'impliquer sur un certain nombre de projets. Je me souviens très bien du temps de Suez. On a énormément pu contribuer à l'alimentation en eau potable d'une ville comme Bagdad à partir de 2008, depuis la Jordanie, sans qu'aucun ingénieur français n'ait traversé la frontière entre l'Irak et la Jordanie. Tout était géré depuis Amman et coordonné avec des entreprises locales. Donc je pense que compte tenu des circonstances, et quand on voit que le Burkina descend aux enfers aujourd'hui, pris en tenaille entre l'État islamique au Grand Sahara, Ansarul Islam, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Donc, on voit bien toutes ces officines, toutes ces filiales du djihadisme international travailler plus ou moins de concert pour rendre la vie excessivement difficile, y compris jusqu'au cœur de Ouagadougou. Bon, là, on peut se dire qu'on va devant des situations particulièrement compliquées, et là, il va falloir tout faire pour que, malgré la pression
sécuritaire, eh bien, des zones de stabilité soient créées, non plus au niveau des États, mais là au niveau des villes, pour continuer à faire en sorte que l'économie se développe. Par exemple, dans notre domaine qui nous est cher, celui de l'infrastructure hydraulique, rappelons par exemple le rôle qui a été joué pendant des années et qui doit perdurer par 2IE, qui est cette école de formation des techniciens et ingénieurs de l'eau et de l'environnement de Ouagadougou. Voilà. Eh bien, ce qui existe, il faut le sanctuariser. Et donc, la paix doit être, entre guillemets, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, on doit faire en sorte qu'elle existe dans les villes, comme on doit faire en sorte qu'elle puisse, grâce à une stabilité nationale, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad, préexister. La question aussi se pose sur l'implication d'autres pays. J'ai vu cette question circuler par nos auditeurs. Effectivement, le Sénégal, par exemple, le Cameroun, par exemple, pourquoi pas élargir une forme d'implication à d'autres États qui ne sont pas aujourd'hui sahéliens en tant que tels, mais qui pourraient, de par ne serait-ce que leurs armées, être beaucoup plus présents. Encore une fois, je reviens à cette idée d'origine, détecter, former des unités de génie militaire en matière de projets d'hydraulique agricole ou d'hydraulique urbaine, c'est éminemment nécessaire. Et l'argent fléché aujourd'hui, Alain le disait à juste titre, janvier 2013, début de Serval, janvier 2023, 10 ans de Serval. Je pense qu'il faudra faire le bilan financier de cet argent injecté à travers des organisations internationales, à travers des actions bilatérales. Je serais curieux de voir, in fine, 10 ans d'investissement collectif, ce que ça a pu coûter aux contribuables européens, aux contribuables français. Si j'étais représentant de la nation à l'Assemblée nationale, c'est des questions que j'aimerais volontairement et non pas, avec une forme d'arrogance. Au contraire, par souci de transparence, combien ça a coûté, au-delà des vies que ça a pu coûter, au-delà des blessés dans leur chair ou dans leur tête qui ont pu malheureusement être touchés par tout ce qui s'est passé. Soyez sûr, mon cher Franck, que cette comptabilité-là va être faite, très certainement. Donc, elle n'est pas faite encore aujourd'hui parce que simplement les raisons du retrait, enfin disons que la comptabilisation du retrait n'est pas encore achevée, loin de là. Mais je suis bien certain qu'un certain nombre d'observateurs et d'organisations non gouvernementales vont se faire un devoir de venir présenter ce type de compte devant les autorités françaises en particulier. Aucun doute pour cela. Et dis-toi bien que, y compris un retrait, coûte très cher, très très cher, parce que ce qui a été monté au Mali ou autre, ne serait-ce que dans le domaine hydraulique au soutien des forces, il faut le rapatrier à Niamey, et que derrière Niamey, c'est bien sympathique, c'est pas une bâche logistique capable d'absorber le flux du retrait d'un point de vue logistico-opérationnel, et donc il va falloir sans doute créer une autre base à proximité de la capitale du Niger. Donc vous voyez, c'est une... Bijard parlait d'une piste sans fin qui ne mène nulle part. Bon, je pense qu'il allait un peu loin, il parlait en cela de la guerre d'Algérie, mais sachons tirer quand même des enseignements de ce qui a été très bien fait. Encore une fois, Serval est un succès indéniable, Barkhane l'est un moins, à l'évidence, même si les forces françaises ont fait preuve d'une intelligence collective en matière de logistique opérationnelle, d'une ardeur et de résultats au combat absolument exceptionnels, parce que beaucoup d'armées le reconnaissent, l'armée britannique, l'armée américaine. Ce qui se passe depuis 10 ans au Sahel est quand même très très riche d'enseignements pour des conflits armés. Mais encore une fois, pour faire la guerre, il faut d'abord penser aux logiques de paix. Et ça ne peut passer que par deux autres piliers que sont la politique d'un côté et l'économie de l'autre. Oui. Et quand ce triptyque arrive à rejoindre le pilier sécuritaire, eh bien là, on gagne des points. Voilà. Là, on peut se permettre d'espérer, et aujourd'hui, malheureusement, on peut se permettre d'espérer, pour terminer mon propos, sur des pays comme la Mauritanie, le Niger, sans doute sur quelques grandes villes de pays qui sont confrontés à d'énormes problématiques aujourd'hui, Bamako ou Ouagadougou. Pour le reste,
il va falloir ramer à contresens du courant. Merci beaucoup, Franck. J'ai une question posée par l'une de nos participantes que je vais vous retraduire ici. Là, je m'adresse aux chercheurs, pourquoi d'un point de vue stratégique, ne pas penser à élargir le G5 Sahel à des pays comme le Cameroun, dont l'extrême nord-est est lié au Tchad et aux zones dites Ramsar? J'en ai parlé tout à l'heure, oui. Alain, vas-y. Oui. Le Cameroun, au même titre que le Niger et le Nigeria, font partie d'une organisation de sécurité qui s'appelle la Force multinationale mixte. D'ailleurs, le Bénin a rejoint pour s'occuper précisément en commun du problème Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, puisque vous savez qu'il y a eu une sécession au sein de Boko Haram. Il y a ISWAP qui est plutôt sur les îles du lac Tchad et Boko Haram qui est plutôt situé côté nigérian, centré sur la forêt de Sambisa. Les trois pays qui ont concentré le plus grand nombre d'attaques, c'est évidemment le Nigeria, le Niger et le nord du Cameroun. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils luttent en commun contre le problème. C'est une organisation qui est très peu aidée d'ailleurs, qui fait son travail dans son coin, qui a des résultats plus ou moins brillants, mais qui arrive toute seule, sans soutien logistique étranger, européen, à mener des opérations conjointes. Il faut saluer ces initiatives. Alors, pour revenir à la question de la personne, le G5 a été conçu à 5. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de ces structures, mais disons qu'au début, l'initiative venait plutôt un peu du Niger et beaucoup de la Mauritanie. Et une des conditions, c'était de ne pas accepter le Sénégal, avec lequel la Mauritanie, à l'époque, entretenait les plus mauvaises relations. Donc, la structure a été conçue pour 5 pays et sont distribués tous les. En fait, il y a un système d'équilibre en interne où dès qu'il y a un poste de tel niveau pour un pays, il y a un poste pour les 4 autres. Donc déjà, il y a ça. Il y a plusieurs pays qui ont frappé à la porte du G5. Même des pays qui vous surprendraient. Par exemple, il y a l'Égypte qui a souhaité être associée. Enfin, il y a eu plusieurs initiatives, mais pour l'instant, ça n'a pas abouti. Par contre, il faut signaler aussi dans les initiatives, quand le Burkina Faso était président du G5, ça date d'il y a 2-3 ans, il a mené avec ses voisins du Sud ce qu'on appelle l'initiative d'Accra, c'est-à-dire que les pays qui à l'époque allaient connaître le djihadisme sahélien et maintenant le connaissent, des pays comme le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire, essayent de coopérer entre eux et eux avec leurs voisins du Nord. Alors, je ne dis pas que ça a amené énormément de choses, mais il y a eu quand même une dynamique d'échange réguliers sur les questions d'essayer de gérer en commun des frontières. Il y a eu des opérations conjointes à certaines frontières. Donc, évidemment, les pays essayent de coopérer. D'accord. Franck, vous vouliez intervenir au début de la réponse, je crois, de votre côté, non? C'est ça? Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que effectivement, Cameroun, par exemple, est un pays intéressant pour pouvoir rejoindre ces dynamiques sécuritaires collectives, comme le Sénégal. Mais Alain a très bien résumé ce qui s'était passé à l'époque du G5 Sahel et il nous a parlé de cette initiative conjointe que le Bénin a rejoint récemment. Donc, je n'ai rien à rajouter sur le sujet. Alors, je vais simplement rebondir sur ce pays qui aujourd'hui traverse une zone d'ombre, qui est le Mali. Comment est-ce que vous voyez ces inévitables problèmes qui vont se poser, en fait, qui se posent d'ores et déjà sur toute une partie du pays en matière d'infrastructures essentielles à la vie et dans ce contexte qui est celui d'un retrait progressif, en tout cas, de l'appui français? Comment vous imaginez les 5, 7, 8 ans, 10 ans, disons pas plus que ça aujourd'hui, en termes d'horizon, sur l'impact sur les services? C'est une question qu'il faut poser au groupe Wagner, non? Je pense que Voilà une réponse qui est assez forte, effectivement. Les amis russes ont sans doute une vision sur le sujet. En tout cas, c'est à espérer. Je ne sais pas ce qu'en pense Alain. Moi, je vais me cantonner d'abord
aux conséquences politiques et sécuritaires de Oui. cette… la fâcherie n'est pas simplement entre le Mali et la France, elle est beaucoup plus profonde que ça. Entre le Mali et ses voisins, Mali et la CEDEAO, il y a des fortes tensions, comme vous le savez, notamment avec le Niger. Donc on est dans une phase très délicate où le Mali a décidé en pleine guerre de changer d'alliance. Alors, si j'étais malien et proche de la junte, je dirais que c'est à cause de la France qui a annoncé son retrait, mais en réalité, c'est plus complexe que ça. Ce qui risque de se passer, déjà, Wagner est bien présent sur le territoire malien, participe à former des unités communes avec les forces spéciales maliennes et a déjà intervenu militairement dans différents endroits, notamment près de la frontière mauritanienne, mais pas seulement. Ils sont surtout dans le centre du Mali et il y a une base de Wagner qui est collée à l'aéroport de Bamako. Wagner, on le sait, c'est une nébuleuse d'entreprise. Ils ne viennent pas gratuitement. Et il y aurait eu, je me réfère à un article de Benjamin Roger dans Jeune Afrique, il y aurait eu déjà la création d'une société de droit malien, une société minière de droit malien, avec quelques hommes de paille à la tête et qui recevra certainement des permis de prospection au pire ou des mines en activité au mieux. Donc on est dans cette… Alors, pour répondre… qu'est-ce que le départ de Barkhane risque de causer? La question qui se pose immédiatement, c'est que font les bataillons de la MINUSMA qui n'ont pas forcément les moyens de se défendre contre des attaques très très puissantes de groupes djihadistes. C'est-à-dire que Barkhane assurait ce qu'on appelle en termes militaires la réassurance de la MINUSMA. C'est-à-dire qu'en cas de… Évidemment, s'il s'agit de centaines d'hommes qui ne sont pas lourdement armés, ce sont des militaires, donc ils peuvent les repousser. Mais quand il y a des voitures, quand il y a des roquettes ou des choses comme ça, ou quand c'est un peu sérieux, les avions français sont à 15 minutes de vol et c'est quand même… Beaucoup de contingents vont réfléchir à deux fois avec le départ de Barkhane. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une grosse attaque sur une base de la MINUSMA aujourd'hui? Ils ont déjà payé un lourd tribut. On a parlé des morts français. C'est la mission de l'ONU la plus meurtrière de l'histoire. Il faut le savoir. Donc, il y a cette question sur la MINUSMA. Il y a déjà des pays européens qui ont annoncé à demi-mot qu'ils vont pas maintenir leurs troupes. La Suède l'a annoncé. Et en ce moment, les Anglais et les Allemands sont en train de s'interroger. Alors, il y a pas que des pays européens, il y a aussi beaucoup de pays africains, mais on va voir. Donc, il y a cette question. La deuxième question qui va se poser, c'est que la junte malienne donc a repoussé les dates des élections et tout ça, a dit que c'est pas ça le plus important. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais a dit aussi que les accords d'Alger, c'est-à-dire les accords de paix de 2015 de sortie de crise, elle verrait. Enfin, ils se sont montrés quand même assez évasifs sur leur respect de la feuille de route et les choses comme ça. Ce qu'ils n'avaient pas fait lors du premier putsch. Ils avaient dit qu'ils allaient respecter tous les accords ou tous les engagements du Mali. Le deuxième putsch est vraiment une rupture plus forte que le premier. Ce qui fait qu'actuellement, vous avez tout un tas d'acteurs du Nord, c'est-à-dire tous les acteurs, je dirais, les groupes armés qui sont de sensibilité autonomiste vs indépendantiste. Ils se disent, mais la junte, en fait, on va lui demander, mais qu'est-ce qu'elle prévoit pour le Nord? Est-ce que si elle ne se sent pas engagée par les accords d'Alger, qu'est-ce qu'elle propose politiquement? Et là, c'est le grand risque pour le Mali aujourd'hui, c'est que ça se passe mal entre Bamako vs Wagner et quelques groupes armés du Nord. Et là, on se rendra compte d'une chose que nous enseigne l'histoire de ce pays, c'est que il est très difficile, il est pratiquement impossible aujourd'hui que l'armée malienne soit présente toute seule au nord du Mali sans être appuyée par des groupes armés, par la communauté internationale ou peut-être par Wagner.
Donc ça, c'est une voie possible. Il y a une autre voie aussi, c'est que Wagner soit appuyé un peu plus politiquement par la Russie et que la Russie réussisse là je suis dans la spéculation, à imposer un nouvel accord de paix, comme elle l'a fait un peu pour la République centrafricaine avec les accords de Khartoum. Donc ça, c'est aussi une voie envisageable. Il n'y a pas que des scénarios du pire. Mais dans un premier temps, les deux premiers éléments que j'ai mentionnés sont des questions très actuelles, on va dire. L'Allemagne, on le saura le mois prochain. Je vais aussi rebondir sur la question malienne pour parler d'un très très grand pays dont on parle très peu en fait sur cette zone, ce qui est l'Algérie. Il est intéressant de voir que mi-décembre dernier, le ministre des Affaires étrangères algérien s'est rendu à Bamako. On parlait déjà d'un retrait Barkhane, on parlait déjà de l'influence russe présente sur Bamako. Et il est évident que cette nouvelle configuration malienne va inciter l'Algérie à plus s'impliquer dans ce pays qui est sa frontière, sur toute la partie méridionale de l'Algérie. L'Algérie qui s'était impliquée dans le processus d'Alger, qui avait permis en 2015 une forme de réconciliation malienne avec des accords signés à Bamako. Donc là, je pense que c'est aussi une nouvelle donne. Et n'oublions jamais que l'Algérie a toujours été éminemment proche de la Russie. Les services algériens qui, après la crise qu'ils ont rencontrée depuis quelques années, reprennent force et vigueur. Les réseaux du DRS algérien sont éminemment sur le retour. Et donc, il est fort probable, plus que possible, qu'une partie de l'avenir de Bamako soit décidée à Alger. En tout cas, l'Algérie, je pense, le souhaitera pour sécuriser sa partie sud. Alors, l'armée algérienne n'est pas programmée pour sortir de son territoire, même si une loi a été votée il n'y a pas si longtemps que cela pour permettre, fait exceptionnel à l'armée algérienne de sortir de ses frontières. Droit de poursuite, on va le dire comme ça. Mais on sait que ce grand pays qu'est l'Algérie peut s'impliquer autrement en matière de diplomatie parallèle, en matière de diplomatie des services, en matière de projets. Et donc, la présence russe au Mali, l'axe Moscou-Alger qui a toujours existé, bon, avec plus ou moins de haut, mais rarement des bas. En tout cas, pour moi, apporte une donne assez intéressante à suivre. Et d'ailleurs, il est intéressant aussi de souligner que lors de la crispation franco-algérienne de ces derniers mois, le Mali a voulu intervenir pour essayer de non pas trouver les solutions, mais de faire passer des messages entre les chancelleries de Paris et d'Alger. Voilà. J'ai une question qui est revenue à plusieurs reprises, d'ailleurs, de la part de différents participants qui, à votre écoute, se posent cette question. Comment est-ce qu'on peut essayer d'imaginer un renforcement de la capacité des États, puisque c'est quand même aujourd'hui la mise en cause de cette capacité à fournir des services essentiels à leur population qui a l'air d'être vraiment pointée du doigt, au-delà même, je dirais, des difficultés dans les capitales. Comment est-ce qu'on peut essayer d'imaginer un cadre qui permette de renforcer cette capacité des États à répondre à ces services essentiels? Pas de simple. Hein. déjà, je pense qu'il faut du temps. Et le problème, c'est qu'on n'a pas le temps long sur ce type de... on n'a plus le réflexe du temps long. Rome ne s'est pas fait en un jour. Et aujourd'hui, on ne laisse pas du temps au temps. Donc ça, c'est le premier sujet. Ensuite, il faut faire confiance. Et ça, ce n'est pas simple. Et puis, je pense qu'on a perdu ces réflexes.
Il faut pouvoir donner des moyens, mais donner des moyens en les contrôlant, parce que le vrai sujet, il est sur la lutte anticorruption aujourd'hui. Hein, et on a vu, notamment au Tchad, que ça portait ses fruits, que des commissions nationales mises en place avaient des résultats pour faire en sorte que une gouvernance s'exprime. Donc, vous avez là-dessus, Franck, ça rejoint vraiment une autre question qui m'est là aussi posée par deux personnes différentes, deux participants différents, d'une façon d'ailleurs assez similaire. Il est cité donc qu'il y a un embargo de la CEDEAO sur le Mali. Est-ce que vous pensez qu'il y a des moyens de négocier avec la junte au pouvoir sur les services essentiels? En d'autres termes, est-ce qu'on peut arriver à, entre guillemets, sanctuariser certains niveaux de services pour pouvoir appuyer les populations dans l'accès à l'eau, par exemple, à l'assainissement, l'accès à l'énergie, voire éventuellement la construction d'infrastructures d'une manière sécurisée? Ouais, très difficile de répondre à cette question, Patrice. Moi, je serais curieux de voir, depuis que la junte est installée au Mali, les prises de position qui ont pu être les leurs sur les services essentiels. À mon sens, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on est dans l'émotion, dans la géopolitique de l'émotion, on est dans ce rapprochement russo-malien mis en scène, à la fois par toutes les chaînes russes et les POLAD, c'est-à-dire les political advisors russes qui sont présents sur place, à travers des concerts. J'ai pu voir un certain nombre, je veux dire, d'événements. On est dans l'événement. Voilà. La junte sanctuarise une relation nouvelle avec la Russie de Vladimir Poutine à travers de l'événement, à travers de la com. Mais on sait très bien que nos infrastructures méritent bien autre chose que de la com. Nos infrastructures ne se voient pas. Vous savez bien, Franck, que la com n'est pas l'apanage des Russes. Oui, oui, oui. Pour ça, il faut se méfier parce qu'en matière de désinformation et de contre-information, ils sont absolument excellents. Et nos conduites ne se voient pas. Nos usines peuvent éventuellement s'inaugurer, mais on préfère à l'évidence remplir un stade avec un concert ou inaugurer, je dirais, un local pour start-up parce que ça fait très in et qu'on va développer la net économie de l'Afrique branchée en 5G avec Moscou. Enfin, je fais très simple. Donc, mon problème, il est là, c'est qu'à mon sens, depuis que la junte est là, mais il faudrait vérifier, il n'y a pas eu de budget d'accordé sur de nouvelles infrastructures, que les budgets en matière de maintenance ou de renouvellement d'infra, il n'y a rien ou pas grand-chose, et que c'est éthiquement, philosophiquement et en matière de com, quelque chose très très loin de ce que cette alliance russo-malienne veut montrer. Je veux dire, ils ne sont pas sur de l'infrastructure de fond. Ils ne sont pas là pour rester 20 ans, comme indirectement on aurait pu l'être au départ de Serval ou au début de Barkhane, parce que un certain nombre d'officiers disaient l'armée française sera encore là dans 30 ans, parce que le chantier est immense et les zones sont immenses en termes de couverture géographique. Bon, je pense que quand tout ça sera terminé, quand je dis malheureusement, quand le conflit, parce que le conflit entre Russie et Ukraine aujourd'hui aura des conséquences sur le maintien d'une présence russe au Mali. Si demain matin, Vladimir Poutine était défait, y compris par son propre peuple, on aura des conséquences au RCA, on aura des conséquences au Mali, on aura des conséquences là où la Russie aujourd'hui se développe, jusqu'au Venezuela, par exemple. Je voudrais partager là, ici avec vous, pour illustrer votre propos, mais partager une réflexion qui m'est posée par un participant que je connais, que je ne cite pas, mais qui me dit l'action sécuritaire au Sahel et l'amélioration des services essentiels en matière d'eau et d'agriculture en premier lieu peuvent être complémentaires. Et ça a été fait d'ailleurs avec succès au Sénégal entre 2008 et 2009, sous la protection des forces armées, des opérations de plantation de grande ampleur, comme par exemple le projet de la Grande Muraille Verte, permettait à la fois de lutter contre la pauvreté, qui est une cause évidemment profonde de l'insécurité, mais aussi de légitimer cette présence armée européenne au Sahel. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que c'est intéressant de noter qu'il y a effectivement, lorsque la volonté politique s'inscrit, véritablement la possibilité d'appuyer des opérations de développement et de réduire ces impacts négatifs sur les services essentiels.
On va arriver, il est 56, il nous reste 4 minutes, donc on va arriver au terme de notre webinaire. Je vais vous demander à l'un et à l'autre, chacun, partagez-vous ces 4 minutes, en 2 minutes, de me donner un dernier éclairage avant de se quitter. Alain. Alors, sur la dernière question qui avait été posée, j'avais quelques remarques. Je vais être très court, évidemment. Quand il s'agit de déployer des infrastructures dans des pays immenses et peu densément peuplés pour certaines parties, se pose la question de l'efficacité des investissements. C'est parfois substituer à l'efficacité de l'investissement public une logique de saupoudrage, c'est-à-dire de contenter toutes les communautés. C'est-à-dire qu'on va créer des écoles partout, on va creuser des puits partout, plutôt que et finalement, le service est assez médiocre. Donc ça, c'est un problème disons, de clientélisme souvent qui est derrière. Sur Bamako, il faut se dire que sur le Mali, la sécurité autour de Bamako, enfin les problèmes sécuritaires se rapprochent de Bamako et du sud. Donc on n'est pas dans une phase pour l'instant de reconquête, contrairement à ce que disent les autorités maliennes. Alors on va voir ce qu'ils vont faire. Donc, mais aujourd'hui, la question, c'est même pas d'avoir des infrastructures, c'est est-ce que les préfets sont en poste, est-ce qu'il y a des militaires ou des policiers dans les 50 km autour de nous. Donc c'est ça. Troisième illustration du débat, c'est que depuis une quinzaine d'années, il y a une réflexion dans certains pays, comme le Tchad, en particulier aussi dans la Mauritanie, sur afficher la présence de l'État dans des zones où ils n'étaient pas du tout. Par exemple, on va créer une nouvelle localité à la frontière malienne qui s'appelle Beket-Larouache, parce que tout simplement, dans cette zone, il n'y avait pas du tout d'État. Et donc, il y a certains pays qui se sont lancés dans des nouvelles villes, des nouvelles localités. Il y a des choses très intéressantes au niveau de l'aménagement du territoire qui se sont faites dans certains pays. Voilà, je ne veux pas déborder, mais c'était quelques éléments de réflexion. Merci Alain. Franck. Vous l'avez compris à travers mon propos, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Comme je l'ai souligné, même si beaucoup auraient sans doute pu être fait ou différemment fait pour développer sur le G5 Sahel ce pilier économique que je décrivais tout à l'heure. En tout cas, je pense qu'il faut véritablement refonder une stratégie hydraulique en s'appuyant sur ces États aujourd'hui qui font preuve de stabilité, de résilience, Niger, Mauritanie, ces grandes villes qui doivent être sanctuarisées. Il faut tout faire pour les sanctuariser et éviter que le terrorisme ne s'y déploie. Et quoi de mieux que des projets structurants d'hydraulique urbaine, d'hydraulique agricole dans ces États faisant preuve de stabilité. Et ça, ça passe par une coalition publique-privée, civilo-militaire, parce que comme Alain le souligne, ne peuvent évoluer dans ces zones difficilement sécurisables que des unités armées. Mais dans les unités armées, encore une fois, vous avez ces forces spéciales qui sont encensées à juste titre, vous avez des unités de combat d'infanterie ou autres, mais vous avez des unités de génie. Et ces unités de génie, elles existent au Niger. Elles existent en Mauritanie, elles existent au Sénégal. Il faut tout faire pour les favoriser, pour qu'elles apportent effectivement du développement en hydraulique agricole, en hydraulique urbaine. Très bien, merci beaucoup. Je vois qu'on respecte vraiment parfaitement le timing. Merci Alain, merci Franck pour vos contributions et vos éclairages sur notre thématique d'aujourd'hui. Bien évidemment, ce webinaire sera retranscrit à la fois sur YouTube, mais aussi bien sûr sur notre site ressources où vous trouverez évidemment beaucoup d'informations, un certain nombre de podcasts et le rendez-vous de notre prochain webinaire qui aura lieu dans un mois. Merci encore à tous, merci à toutes d'avoir participé. J'ai vu qu'il y avait encore beaucoup de questions qui ont été posées. J'ai pris quelques notes. Je vais rappeler certainement plusieurs d'entre vous à titre individuel. Merci et donc bonne fin d'après-midi à tous. Merci à vous.